Bienvenue dans cette deuxième capsule qui est dédiée aux fonctions de hachage. Tout d'abord, je vais vous définir ce que c'est qu'une fonction de hachage, les propriétés qu'on veut d'une fonction de hachage. Ce sera un peu technique, mais ce sera nécessaire pour qu'on parle la même langue. Ensuite, je vais vous montrer comment on construit des fonctions de hachage, en tout cas la plupart des fonctions de hachage modernes, et je vous donne quelques exemples de fonctions de hachage. Alors déjà, il faut savoir que la fonction de hachage, c'est un peu le couteau suisse de la cryptographie. On l'utilise un peu partout, souvent pour faire mapper une entrée qui a une taille potentiellement infinie vers un espace de taille fixe. Typiquement, vous avez sûrement déjà entendu parler des signatures digitales. Quand on veut signer un message qui est potentiellement un message de plusieurs gigas, eh bien, les algorithmes souvent vont nous faire réduire ce message de plusieurs gigas en une empreinte ou un hash. Et ce hash, c'est ce qu'on va signer en fait plus tard. Mais il y a tout plein d'autres applications aux fonctions de hachage qu'on va voir tout au long de ce cours. Alors, où est-ce qu'on se trouve dans cette vue synoptique? Alors, on se trouve ici, la fonction de hachage va être utilisée pour protéger l'intégrité, mais on va voir que toute seule, elle ne va pas être utilisée pour protéger l'intégrité. Donc ici, vous avez une slide assez dense, je suis désolé pour ça. En classe, d'habitude, je fais au tableau et je garde cette slide comme résumé. Ici, je vais devoir malheureusement parler sur cette slide, mais je vais vous montrer vraiment les points essentiels de cette slide. D'abord, une fonction de hachage, comme son nom l'indique, c'est une fonction. Ça, c'est un mot important. Donc une fonction, elle prend des entrées et elle match une entrée vers une sortie. Une entrée ne peut pas aller vers plusieurs sorties. On parle de fonction ici déterministe. Et vous voyez que l'espace des entrées, c'est 0, 1 étoile. Alors qu'est-ce que ça veut dire 0, 1 étoile? Ça veut dire des chaînes de bits qui ont une taille arbitraire. Ça veut dire une chaîne de bits à 0 bits, donc la chaîne de bits vide, ou une chaîne à 100 000 bits, 200 000 bits, 1 million de bits, etc. Et elle prend donc ces entrées, de taille potentiellement infinie, et les envoie vers des chaînes de L bits. Ça, ce sont les chaînes de L bits. Donc on a un espace d'entrée infini, et on envoie toutes ces entrées possibles vers un espace fini, de taille 2 puissance L. Alors la sortie, on l'appelle l'empreinte en français, en anglais on l'appelle le digest, on l'appelle aussi le hash, et en français vous pouvez aussi appeler le hash, ça va très bien pour moi. Et on veut que le calcul de cette empreinte soit une opération efficace. On veut que cette opération se fasse de manière rapide. Donc on veut pouvoir calculer efficacement h de m étant donné un message m. Pour l'instant, on n'a pas de sécurité. On peut avoir une fonction qui envoie un message sur ses L premiers bits et ça se fait de manière rapide. Alors maintenant, on aura des propriétés de sécurité qu'on aimerait garantir. Alors, la première, elle s'appelle la résistance à la première préimage. Et le but de faire, quand on fait une attaque de première préimage, c'est que vous connaissez une empreinte H et vous devez retrouver une préimage à cette empreinte. Donc vous devez trouver un message M tel que si je hash ce message, eh bien j'obtiens cette empreinte H. Ça s'appelle une attaque à la première préimage. Ensuite, on a l'attaque à la seconde préimage. Là, je vous donne un message M et son empreinte, vous pouvez calculer ou je vous donne H. Et vous devez trouver un autre message M', qui est différent donc de M, qui a la même valeur, la même empreinte. On appelle ça une seconde préimage. La dernière attaque, je ne vous donne rien à part la fonction de hachage, et vous devez trouver deux messages différents qui ont la même empreinte. On appelle ça une attaque par collision. Parce qu'on a ces deux messages qui ont la même empreinte, donc ils entrent en collision. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais que vous mettiez la vidéo en pause et que vous réfléchissiez à la complexité de ces attaques. Donc, imaginez que vous avez une fonction de hachage parfaite. Donc vous ne connaissez pas l'algorithme, sorte de boîte noire, mais vraiment, chaque fois qu'elle prend une entrée, elle envoie la sortie vers une sortie arbitraire. Aléatoire, complètement aléatoire. Mais toujours la même si on met deux fois la même entrée, bien sûr. Et j'aimerais que vous classifiez ces attaques, de la plus compliquée à effectuer à la plus facile à effectuer.
Donc laquelle est la plus complexe en termes de complexité algorithmique et laquelle est la plus simple? Je vais mettre en pause, je donne la réponse juste après. La réponse est la suivante. Ces deux attaques sont les plus complexes, donc la première et la seconde préimage sont les plus complexes. On verra leur complexité un peu après. Et trouver une collision, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus facile à faire que les deux autres. Alors pourquoi? On va voir tout de suite pourquoi. La raison, c'est le paradoxe des anniversaires. Alors, vous l'avez sûrement vu dans un cours de proba, mais le paradoxe des anniversaires nous montre quelle est la probabilité que deux personnes partagent la même date d'anniversaire dans un groupe de 23 personnes. Et en fait, dans un groupe de 23 personnes, cette probabilité, elle est supérieure à 0,5. Donc on a plus d'une chance sur deux, quand on prend un groupe de 23 personnes, que deux personnes aient la même date d'anniversaire. On appelle ça un paradoxe parce que ça paraît assez contre-intuitif. Normalement, chaque personne a une chance sur 365 d'avoir un anniversaire bien spécifique et on s'attend à avoir besoin de beaucoup plus de personnes, plutôt autour de la centaine, avant d'avoir une collision sur les anniversaires. Et là, on commence à voir le parallèle entre les fonctions de hachage et les anniversaires. Je vais venir sur la slide précédente et je vais vous montrer un peu ce parallèle. Donc vous pouvez voir la fonction de hachage comme une fonction qui mappe une personne, donc une infinité de personnes, vers une date d'anniversaire. Donc il y en a 366. Une attaque de type première préimage, c'est je vous donne une date d'anniversaire et il faut trouver une personne qui est née ce jour-là. Par exemple, je vous dis 1er avril, il faut trouver une personne qui est née le 1er avril. Et en fait, chaque personne que vous allez voir, elle aura une chance sur 366, grosso modo, si on suppose qu'elles sont bien distribuées, une chance sur 366 de vérifier cette propriété. Donc, grosso modo, vous aurez besoin d'une centaine de personnes avant d'avoir trouvé une personne qui est née le 1er avril. Pour la seconde préimage, vous prenez une personne, par exemple, je sais pas, j'ai Alice ici, je dis bon voilà, Alice est née le 1er avril, il faut trouver quelqu'un d'autre qui est aussi né le 1er avril. En fait, cette attaque est extrêmement proche de la précédente, parce que, de nouveau, je vous donne une date, et vous devez trouver quelqu'un, qui n'est pas Alice, mais bon, Alice a été utilisé, si vous voulez, qui a la même date d'anniversaire. Pour la dernière attaque, par contre, l'attaque par collision, je ne vous donne rien. Et vous devez trouver deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. Et la manière dont vous allez procéder, c'est typiquement, vous allez garder une trace des anniversaires des gens que vous avez interrogés. Par exemple, vous avez Alice, elle vous dit, voilà, je suis né le 1er avril. Ok. Ensuite, Bob, il a une chance sur 366 d'être né comme le même jour qu'Alice. Imaginons qu'il ne soit pas né le même jour qu'Alice. Il est né, je ne sais pas, le 5 mai. Alors maintenant, la prochaine personne, Charlie, a deux chances sur 366 d'entrer en collision avec les personnes précédentes. Et ainsi de suite. Le prochain aura 3 sur 366, 4, 5, 6. Donc à chaque fois qu'on voit une personne de plus, la chance d'avoir une collision augmente. Ce qui n'était pas le cas des deux premières attaques. Et c'est comme ça qu'on se retrouve que dans un groupe de 23 personnes, la plupart du temps, on a une collision. Et cette probabilité augmente. Vous voyez qu'avec 60 personnes, on est extrêmement proche de 1. Plus précisément, le paradoxe des anniversaires peut être défini par cette formule-là. Vous avez un espace de taille D. Ça, c'est typiquement la taille de notre sortie de notre fonction de hachage. Ou bien les 366 jours de l'année. Si vous faites n tirages, la probabilité d'avoir une collision est de 1 moins l'exponentielle de moins n carré sur 2d. Alors ça paraît pas forcément lisible, mais ce qui est vraiment important ici, c'est de voir que le nombre de tirages fait évoluer au carré par rapport au nombre de la taille de l'espace. Et grosso modo, si on approxime encore plus, si vous avez une empreinte de L bits, trouver une collision demandera 2 puissance L sur 2 évaluations. Si vous voulez, on divise par 2 la taille de l'espace quand on veut, donc au niveau du nombre de bits, quand on veut trouver une collision. Donc, voici les complexités génériques pour faire les différentes attaques. Je vous expliquerai ensuite comment on fait les attaques, mais directement sur cette slide.
Pour faire une attaque de première préimage, le coût est grand O de 2 puissance L. Donc il faut faire environ de l'ordre de 2 puissance L évaluation de la fonction de hachage pour trouver une première préimage. Et le coût est le même pour une seconde préimage. Par contre, pour une attaque par collision, vous avez besoin, à cause du paradoxe des anniversaires, seulement d'un ordre de 2 puissance L sur 2. Alors, je vais mettre la vidéo en pause et réfléchir comment on peut effectuer ces attaques. Alors pour la première attaque, c'est simple, vous faites une recherche exhaustive. C'est-à-dire que vous prenez un message aléatoire et vous le hachez, et vous répétez, jusqu'à ce que vous ayez trouvé une première préimage. Pareil pour la seconde préimage. Vous avez un but qui est le hash du message initial, et vous allez prendre des messages aléatoires et répéter, jusqu'à ce que vous ayez une collision. Vous avez trouvé une seconde préimage. Pour l'attaque par collision, on va utiliser ce qu'on appelle une hash map ou une table de hachage. Si vous voulez, c'est un tableau associatif, comme les dictionnaires en Python, qui nous permet d'accéder extrêmement rapidement à une entrée, si on connaît cette entrée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer des valeurs aléatoires et vous allez les hacher. Et vous allez mettre dans la première entrée, dans l'index, vous allez mettre la valeur du hash, et le message dans la partie des valeurs. Et à chaque fois que vous hachez un nouveau message, vous regardez si vous aviez déjà une entrée dans votre hash map. Si vous en avez une, et vous avez trouvé une collision. L'autre message et ce nouveau message font une collision, parce qu'ils ont donné la même empreinte. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas déjà cette entrée dans la table, eh bien vous l'ajoutez à la table. Alors un problème que vous pourrez voir avec ça, c'est que ça demande beaucoup de mémoire. En fait, avant de trouver une collision, vous allez devoir stocker de l'ordre de 2 puissance L sur 2 entrées dans votre hash map. Alors, bonne nouvelle, il existe un algorithme qui s'appelle l'algorithme du lièvre et de la tortue, ou l'algorithme de Floyd. L'algorithme de Floyd permet de trouver une collision sans utiliser de mémoire. J'ai écrit ça horriblement mal, je suis désolé, ça s'appelle de Floyd, c'est un Y ça. Maintenant, regardons comment on peut construire une fonction de hachage. Alors, la construction la plus connue et la plus utilisée, c'est la construction de Merkle-Damgard. Merkle et Damgard sont deux cryptographes extrêmement connus. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un bloc de base qui s'appelle une fonction de compression. Et à partir de cette fonction de compression, ils arrivent à construire une fonction de hachage. Donc la fonction de compression sur cette image, c'est la fonction f que vous voyez ici. Et on l'appelle une fonction de compression parce qu'elle prend un certain nombre de bits, elle prend 2 entrées et elle les compresse en une sortie qui a la taille de la première entrée. Donc ça compresse les données en quelque chose de plus petit. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? On va prendre notre message et le padder. Alors, je vous parle du padding un peu plus tard. On va rajouter un padding pour qu'au final, on ait quelque chose qui ait une taille qui soit multiple de la taille des blocs. Donc, la taille des blocs, c'est en fait un multiple de la taille de la deuxième entrée de la fonction f. Une fois qu'on a fait ça, donc on concatène le message et le padding. On divise ensuite tout ça en blocs. Et ensuite, on compresse chaque bloc. Donc, on part d'un IV. Alors, honnêtement, la plupart du temps, cet IV vaut 0. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, cet IV vaut 0. Et donc, on absorbe, si vous voulez, on compresse dans notre état chaque bloc de message. Donc, on applique d'abord F sur l'IV et le premier bloc. On obtient un résultat. Ensuite, on applique F sur le résultat et le deuxième bloc, etc., etc. Et la toute dernière sortie, c'est notre H. Ça, c'est la construction de Merkle-Damgard. Elle a plein de propriétés intéressantes dont je n'ai pas le temps de vous parler ici. Mais quelque chose qui est important ici, c'est le padding. Alors, le padding traditionnel de Merkle-Damgard, c'est un 1, suivi d'autant de zéros que nécessaire, suivi de la longueur du message encodé sur 64 bits. Donc, le 1 est nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez déjà un multiple de taille de bloc, vous allez créer un nouveau bloc pour y ajouter ce 1. Ensuite, des zéros, vous n'en avez pas forcément, mais vous en mettez si jamais vous n'avez pas une multiple de taille de bloc. Et à la toute fin, vous ajoutez la longueur du message encodé sur 64 bits. Et ça, vous allez le voir en exercice, c'est nécessaire pour éviter certaines attaques.
Maintenant, comment construire une fonction de compression? Il y a une construction intéressante qui s'appelle la construction de Davis-Meyer, qui permet de transformer un algorithme de chiffrement par bloc en fonction de compression. Et en fait, on fait simplement la chose suivante. On a ici notre algorithme de chiffrement par bloc, qui prend donc une clé et un message. On utilise le bloc de message qu'on avait ici, je vais le prendre en bleu. Donc le bloc ici qu'on avait ici, on va l'utiliser comme clé de notre algorithme de chiffrement par bloc. Et l'état, on va l'utiliser comme message. En fait, on va chiffrer l'état avec le nouveau message et on ressort l'ancien état à la sortie. Ça peut vous rappeler ce qu'on avait fait avec Cha-Cha. À la fin, on faisait un XOR avec l'état initial. Et le but de ça, c'est de ne pas pouvoir revenir en arrière. Voilà un exemple de fonction de compression, à savoir que dans les constructions actuelles, on ne va pas utiliser AES ici parce que ce ne serait pas assez efficace. On utilise des constructions beaucoup plus performantes. Alors, quelques fonctions de hachage célèbres. Vous connaissez sûrement MD5. Donc, MD5, ça va en fait dire Merkel-Damgard 5. Donc, c'est basé sur la construction de Merkel-Damgard. La taille des empreintes est de 128 bits et vous savez, je pense tous, que MD5 est complètement cassé. MD5, on peut trouver facilement des collisions en quelques secondes sur un PC classique. Alors, attention, on n'est pas encore capable de trouver efficacement des préimages. Donc, ce n'est pas cassé dans tous les sens du terme, mais c'est cassé dans le sens des collisions. Et en fait, la chercheuse qui avait trouvé des collisions pour MD5 avait aussi proposé, quasi en même temps, une attaque théorique sur SHA-1 qui montrait comment on pouvait trouver des collisions sur SHA-1 de manière plus efficace que l'algorithme naïf. Et donc pour les cryptographes, c'était quelque chose de cassé, mais on n'est pas encore réussi à le faire en pratique parce qu'il fallait des ordinateurs trop puissants. Donc tous les cryptographes étaient en train de dire, voilà, il ne faut plus utiliser SHA-1, SHA-1 est cassé, mais ça continue à être utilisé dans l'industrie, et c'est seulement il y a 2-3 ans que des chercheurs, en utilisant une grosse puissance de calcul, ont été capables de trouver des collisions sur SHA-1. Et maintenant, SHA-1 est aussi complètement cassé, on a réussi à améliorer ses attaques. On peut aussi trouver des collisions un peu particulières peut-être, mais des collisions en quelques secondes sur un PC standard. Qu'ils aiment des logiciels, vous lui donnez 2 PDF différents, il vous génère 2 nouveaux PDF qui, quand vous les ouvrez, ont la même allure, mais si vous calculez le hash SHA-1 de ces 2 PDF, vous avez une collision. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela peut avoir. Donc, SHA-1 est aussi basé sur la construction de Merkel-Damgard et a des empreintes de 160 bits. À ne pas utiliser donc. Ensuite, on a SHA-2. SHA-2, c'est en fait une famille d'algorithmes qui consiste en fait en 2 algorithmes, SHA-256 et SHA-512. C'est aussi basé sur la construction de Merkel-Damgard et aussi, à l'intérieur, ça utilise la construction de Davis-Meyer. La taille des empreintes est assez variable. En fait, vous pouvez avoir des empreintes de 224 bits, qui est en fait SHA-256 tronqué, de 256 bits, qui est simplement la sortie de SHA-256, de 384 bits, qui est SHA-512 tronqué, et de 512 bits. Et cette construction, même si elle est basée sur Merkel-Damgard n'est pas cassée du tout. SHA-2 est considéré comme sûr et vous pouvez l'utiliser sans problème de nos jours. Mais, quand on a vu que toutes ces attaques apparaissent sur les constructions de Merkel-Damgard, on s'est dit qu'on avait besoin d'une alternative potentielle. Une alternative qu'on a trouvée, c'est de proposer un nouveau concours. Donc on a fait comme pour AES, on s'est dit on va faire un concours pour trouver un nouveau standard qui est SHA-3. Donc il y a eu plusieurs rounds, il y a eu 51 candidats au début, plein qui ont été cassés dès le début, et finalement on a terminé avec 5 finalistes, aucun est cassé d'ailleurs, donc il y a Blake, Grustel, GH, Ketchak et Sky. Et Ketchak a gagné le concours et est donc devenu le nouveau SHA-3 en 2015. Enfin, il a gagné en 2012 et le standard a été publié en 2015. Les tailles des empreintes sont les mêmes que pour SHA-2, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, il n'est pas basé sur la construction de Merkel-Damgard, mais il est basé sur une construction qu'on appelle la construction éponge. Et sur la prochaine slide, je vais vous présenter la construction éponge parce qu'elle est assez intéressante et qu'on commence à la voir de plus en plus en pratique. Voilà à quoi ressemble la construction éponge. On l'appelle la construction éponge parce qu'en fait, on va d'abord absorber le message, comme une éponge pourrait absorber de l'eau. Et ensuite, on va serrer l'éponge, comme pour enlever l'eau. Et ça, c'est la squeezing phase.
Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors d'abord, on a ici cette fonction f. Ce n'est pas une fonction de compression. C'est une permutation ici. Typiquement, Keccak utilise une permutation qui s'appelle la permutation Keccak-f. Je ne vais pas aller dans les détails de la permutation, mais c'est une permutation, donc c'est une fonction qui est inversible. Ça, c'est important pour la preuve de sécurité. La construction éponge a deux états. Elle a une partie qui a une taille R, qui s'appelle l'état externe, et une partie qui a une taille C, qui s'appelle l'état interne. La règle, c'est que l'état interne, on n'y touche jamais. On ne lit jamais la valeur de l'état interne, et on n'écrit jamais quelque chose dans l'état interne. Toutes nos interactions vont se faire dans l'état externe. Donc on commence avec un état complètement à 0, donc pour Keccak, ça va être 1600 bits égale à 0. Et ensuite, on va XORer, on va diviser notre message en blocs, comme pour Merkle-Damgard, et on va XORer la valeur actuelle de l'état interne avec notre bloc de message. On obtient un nouvel état, et on permute ensuite en appliquant la fonction f. On obtient un nouvel état ici, et on va rexorer avec l'état externe le nouveau bloc de message, etc., 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 jusqu'à ce qu'on ait absorbé tout le message. Une fois qu'on a absorbé tout le message, on applique une dernière permutation. Et pour SHA-3, en tout cas SHA-3 traditionnel, on va en fait seulement faire une étape de squeezing, donc vous vous arrêtez là, et on va simplement lire la valeur de l'état externe, et notre H va être là-dedans, on va le tronquer souvent, et notre H va simplement être la valeur de l'état externe tronquée. Donc ça, c'est la construction éponge. Voilà, ça vous montre un peu les différentes constructions qu'on a pour les fonctions de hachage, et je m'arrête là donc pour cette capsule. Dans la prochaine capsule, on va parler d'authentification symétrique.